L'heure H. Jean-Louis Lahaye. Notre histoire d'aujourd'hui commence au cœur d'un coin des États-Unis qui respire à lui seul le rêve américain, le Maine. Plus précisément, nos valises se posent à Durham, petite ville dont l'existence même est la plupart du temps totalement inconnue. Un peu plus de 3000 habitants, une église blanche qui s'élève vers le ciel et qui, à défaut, sert aussi de mairie et quelques commerces éparpillés entre les arbres et les maisons. L'hiver est rude, froid, tenace. Quelques décorations de Noël ont été installées sous les porches et le long des corniches des bâtiments communaux. Tout est calme ce matin. Et pour cause. Le Père Noël est passé. Dans les chambres des enfants de toute la communauté, les petites têtes blondes se pressent de sortir du cocon chaud formé par leurs draps pour se précipiter au pied des sapins. Dans toutes les chambres? Pas tout à fait, non. Chez les King, l'ambiance est plus morose. Le petit Stephen, qui vient d'avoir 11 ans, sort de son lit avec des pieds de plomb. Noël et ses farfadets, il n'y croit plus. Mais il faut faire bonne figure. Pour sa mère, pour son frère, et pour ses grands-parents aussi, que la vie quitte jour après jour. Et son père? Bon, son père, il n'en a plus. Enfui un beau matin de printemps. À cette pensée, le gamin serre les dents. Sa tête explose. Nous sommes le matin du 25 décembre 1958. Dans le Maine, la magie des fêtes n'est pas la norme partout. Il est 7h40 et c'est l'heure H de mon histoire. Une heure H en direct de la Foire du Livre de Bruxelles. Nellie Ruth King, la mère de famille, accueille ses enfants comme chaque matin avec ses bras grands ouverts. À défaut d'avoir de l'argent, elle essaie tant bien que mal de maintenir une unité dans un foyer où règne la précarité. Après la disparition de son mari en 1949, ils ont déménagé plusieurs fois, mais sont revenus à la source. Ses parents bientôt vont mourir. S'en occuper est la seule chose que cette pianiste de formation peut faire pour éviter d'avoir le poids du regret et du remords sur les épaules. L'aîné de la famille est un enfant adopté à une période durant laquelle Ruth croyait ne pas pouvoir tomber enceinte. Et puis Stephen était arrivé. Un gamin brillant, mais profondément déstabilisé par des événements qu'un enfant ne devrait jamais avoir à vivre. Sur la petite table en bois brut qui jouxte le sapin, dont les épines sont déjà plus présentes au sol que sur l'arbre, trônent 3 verres de lait et des cookies. Rituel des matins de la nativité chez les King. Chaussant ses lunettes sur son nez encore groggy par la nuit, le jeune Stephen ne regarde pas les quelques cadeaux qui se trouvent là, ni même son petit déjeuner. Pourtant, son estomac gargouille. Non, lui, il préfère aller plonger son regard par la fenêtre. Dans la rue, une neige abondante forme un manteau aussi rassurant que terrifiant. Il ne saurait choisir. Des empreintes ici et là témoignent de la venue récente du chat du père Grisby dans leur parterre. Pas une voiture ne circule. Les guirlandes du voisin d'en face déjà grésillent et confèrent à l'ambiance de cette matinée de Noël une saveur toute particulière. Solitude et angoisse sont au programme. En regardant par le petit carreau le paysage à l'extérieur, le petit garçon cherche une présence, un signe. Les monstres et les esprits déjà sont au cœur de son imagination. Il les fait naître, les développe avec une étonnante facilité. Et ce n'est pas si étonnant. C'est parce qu'il en a déjà vu plusieurs durant sa jeune existence. L'abandon, la maladie, le harcèlement, la mort même, autant de spectres qui le hantent et qui le troublent. Et ce matin-là, par la petite fenêtre, Stephen attend qu'une de ces monstruosités vienne se coller au mur de la maison, émettant un grognement ou plongeant ses yeux de braise dans les siens. Le gamin veut se faire peur. C'est l'un de ses objectifs journaliers. Pourquoi ? Bon, ça, il ne le sait pas. Simplement, ça l'inspire, voilà tout. Il est tiré de sa rêverie par sa mère, qui arrive derrière lui avec un cookie et un verre de lait encore frais. Tu viens ouvrir tes cadeaux, Stéphane ? Ah oui, les cadeaux de Noël. Généralement, il a droit à des comics ou à des livres d'horreur ou de science-fiction.
Oh, sa mère tape souvent juste lorsqu'il s'agit de lui faire plaisir, et alors que son frère se débat avec les morceaux de papier cachant un skateboard d'occasion dont les roues semblent tordues pour certaines, Stephen est surpris de trouver une boîte à son nom qui ne rappelle en rien des livres ou des bandes dessinées. Allons bon, Ruth attrape le carton, lourd comme le père Grisby, et le tend à son fils qui hérite de l'impressionnante charge sur les genoux. Dans les yeux de Stephen s'allume enfin l'étincelle de la curiosité. Sa mère, qui a déjà les larmes aux yeux, s'assied sur le sofa et prend son aîné dans les bras. Elle attend ce qui, pour une maman, est certainement le plus beau moment de Noël, celui de la découverte, qui sera suivi, sans nul doute, de l'explosion de joie. En attendant, Stephen doit se dépatouiller avec cette imposante caisse. Aucun indice sur le packaging, pas même un nom de marque de quelque chose, pas un seul héros de bande dessinée reproduit dessus. Ah, voilà quelque chose de surprenant et d'étrange. Ces petites mains, donc, accélèrent une cadence déjà soutenue, et bientôt il ne reste plus que l'ultime morceau de scotch à enlever, la dernière barrière le séparant de la réponse qu'il attend. Et c'est son frangin qui, à l'aide d'un petit coup de son canif fétiche, fait sauter l'adhésif. Aussitôt, Stephen, avide et curieux, ouvre la boîte magique qu'il tient entre ses mains. Instantanément, dès le premier regard, il comprend la nature du trésor apporté par la Mère Noël ce matin-là. Une machine à écrire. Et pas le dernier modèle, mais elle semble flambante neuve. Pour la première fois depuis longtemps, Stephen explose de joie. Il saute en l'air, s'imagine déjà écrire les histoires les plus invraisemblables et décharger toutes les frustrations qu'il emmagasine sans jamais pouvoir les libérer. Ce matin de Noël est le plus beau qu'il n'ait encore jamais vécu. Et sa mère, enfoncée dans les coussins du sofa beige, rit et pleure tout à la fois. Ce qu'elle voit là, ce n'est pas que son petit garçon heureux en face d'elle, non. Non, ce qu'elle observe et revit, c'est le chemin qu'ils ont parcouru, que Stephen a dû parcourir depuis ses plus tendres années. À l'apparition de ses pensées parasites, elle est de retour au cœur de l'horreur. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la famille King n'a jamais été vraiment vernie. Lorsque Stephen a eu 2 ans, et qu'il n'était encore qu'un poupon à peine sorti des affres de la petite enfance, son père est parti pour ne plus jamais revenir. Un homme volage comme tant d'autres que la paternité aura effrayé. Bien qu'il n'était encore qu'un bébé, cette première épreuve a marqué la construction de Stephen. Et Ruth le sait, elle le sait très bien. En voyant son garçon sauter à pieds joints et danser avec son frère, c'est aussi la victime de ses anciens camarades de classe qu'elle entrevoit. En 1951, un jour de grand soleil, un des amis de Stephen était venu le chercher à la maison. Ruth, qui venait de faire une citronnade, l'avait autorisé à aller jouer un peu plus loin. Elle se souvient que le gamin avait un ballon rouge en main. Stephen y était allé et puis, au bout d'une petite demi-heure, était revenu seul, hagard, les yeux dans le vague, comme sonné. Sous son bras, il tenait de toutes ses forces la fameuse balle rougeoyante sous le soleil. Impossible de le faire parler. Non, il était comme tétanisé. Ruth était sortie, avait cherché l'autre petit garçon, mais en vain. Et puis soudain, dans son esprit résonnent encore les sirènes hurlantes. Le long de la voie ferrée, son fils et son camarade étaient partis à l'aventure. Et l'autre petit, tombé sur les rails, s'était fait écraser par un train de marchandises qui passait par là. Le problème, c'est que Stephen n'en avait gardé aucun souvenir. Mais Ruth est une mère. Elle sait qu'au fond de lui se creuse la faille d'un traumatisme immense, profond, étendu, persistant. Cet événement n'avait été que l'ouverture du bal des enfers pour Stephen. À l'occasion, le gamin s'était renfermé, il s'était mis à l'écart des autres et donc, inévitablement, une cible lui avait poussé dans le dos. Celle prisée par les harceleurs, les tueurs des cours d'école. Ruth n'avait rien pu faire. Pendant des mois, et sans le dire à personne, Stephen avait été la victime de ces ignobles marmots. Un peu plus grand et un peu plus fort que lui. Ruth, un sentiment d'impuissance naissant au creux du cœur, avait mis du temps à découvrir la source des tourments de son fils. C'est lorsque ce dernier s'était mis à déclencher des maladies sans gravité, mais chroniques, qu'elle avait décidé de le retirer de l'école durant toute une année scolaire.
C'est à ce moment-là que le petit garçon avait commencé à écrire des histoires déjà bien sombres sur des feuilles de papier. Et puis, en se levant le matin, toujours le même rituel. Il commençait par écouter des émissions de radio, adaptant des nouvelles et des romans de science-fiction. Ruth a oublié le nom du programme, mais elle sait que c'était terrifiant. Et ce n'était certainement pas une coïncidence si son fils s'était mis à faire des cauchemars plus vrais que nature. En ce matin de Noël, le gamin fou de joie ne pense plus à ce que la vie a déjà pu lui affliger. Tout se passe dans l'inconscient de son cerveau qui ne se construit pas comme celui des autres. Les croyances de Stephen ne tournent pas autour du Père Noël et de ses lutins. Non, lui, il croit aux loups-garous, aux monstres qui se cachent dans les armoires ou sous les lits. Il matérialise les traumatismes dont il a été victime. Les spectres deviennent en quelque sorte ses amis, parce qu'ils lui permettent de survivre, de se construire. Alors, pas tout à fait dans le monde, non, pas tout à fait à la marge non plus. Stephen Edwin King est un marmot unique et bientôt tout son potentiel va pouvoir s'exprimer. L'écriture devient un déversoir d'émotions inépuisables, une passion mais aussi une thérapie. Stephen est sur la corde raide. Il est de ceux qui vivent avec un trop-plein. Les idées noires, la boisson, sa vie ne s'annonce pas comme un long fleuve tranquille. Pour autant, il va s'en sortir et devenir à bien des égards l'un des auteurs les plus doués et prolifiques de sa génération. Notre histoire se poursuit bien des années plus tard. Stephen n'est déjà plus un enfant, mais un étudiant. Il y a quelques mois, il a réussi à obtenir une bourse d'études à l'Université du Maine. Nous sommes en 1969, King a 22 ans. Il a le nez dans les livres, entre les étagères de la bibliothèque du campus. Lunettes posées à côté de lui, sur le grand bureau de bois, mains posées sur ses tempes, il réfléchit à son dernier article. Tous les étudiants s'arrachent ses publications. King's Garbage Truck, dans lesquelles, ce n'est pas pour rien qu'elle s'appelle ainsi, il déverse tout ce qui lui passe par la tête. Et comme son esprit est loin d'être une coquille vide, il en développe des idées. Le fond n'est jamais le problème. Non, c'est plutôt la forme qu'il questionne. Et le voilà donc ce matin-là, levé aux aurores pour chercher comment organiser les paragraphes de son dernier papier. Il porte sur une histoire de meurtre ayant eu lieu dans un campus voisin. Stephen a le besoin irrépressible d'écrire avec régularité. Sa production est déjà dingue. Il est capable, sans sourciller, de rédiger 5 ou 6 pages par jour, le tout en parallèle de ses cours. Un rythme effréné qui lui permet de suivre une thérapie maison qui ne porte pas son nom. Sur le papier, il est facile de coucher ses secrets les plus terribles et ses angoisses les plus profondes. Comme à chaque fois qu'il est en phase de concentration aiguë, Stephen ne remarque pas l'homme qui s'assoit à côté de lui. Tiens, il est pourtant tôt et ceux qui s'aventurent sur le campus à cette heure sont plutôt rares. Sous la lumière blafarde de la petite lampe devant lui, ce n'est que lorsqu'il remarque l'ombre planant au-dessus de ses feuilles éparses que l'étudiant relève la tête et s'exclame « Professeur Alten !» Le vieillissant professeur de lettres, derrière des lunettes au cadre noir et sévère, répond à la surprise par un sourire. « Stephen, tu n'aurais pas besoin d'aide par hasard ?» Et voilà que 2 heures avant le début des cours, démarre une session particulière de conseil. Burton Alten est la figure qui a permis à King de perfectionner son style et de tailler autant que possible ses armes d'écrivain. Les cours d'atelier d'écriture qu'il dispense et que l'étudiant suit avec une assiduité remarquable sont les cailloux que le petit poussé Stephen suit pour trouver son chemin avec facilité. Le jeune homme, toujours, appliquera précieusement les conseils de cette figure bienfaisante. « Comment s'est vendue ta 2e nouvelle ?» demande le professeur à son élève alors qu'il se dirige vers le campus. C'est le Startling Mystery Stories qui me l'a acheté pour $35. Oh, ils l'ont vraiment apprécié, au moins autant que la première. Ce contentement dans la voix de Stephen est de circonstance. Il est tout de même un peu fin aussi. Durant ses études secondaires, il a déjà publié quelques nouvelles, ici et là, dans des magazines d'horreur. Il en a vendu 2 ces derniers mois, pour une somme combinée qui dépasse péniblement les $50. Le début du succès, peut-être. Quant à ses romans, ils n'ont pas trouvé preneur.
dans son tiroir, végète une première version de Rage, qui sera un jour l'un de ses plus grands succès. Il avait aussi présenté, lors d'un concours réservé aux jeunes auteurs, Marche ou crève. Persuadé du potentiel de l'ouvrage, il s'était rendu confiant à la cérémonie. Quelle claque! Évincé dès les premières étapes. Il était rentré chez lui la mine défaite. Mais pour Stephen, l'abandon n'est pas une option. L'étudiant décide de s'accrocher. Et tout en saluant de la main son professeur avant d'aller en cours, il se décide à persévérer. Surtout, à revenir ce soir à la bibliothèque pour boucler cet article que tout le campus attend. Ce soir-là, dans l'obscurité des rayonnages, Stephen King va faire l'une des rencontres de sa vie. Toujours empêtré dans ses problèmes de structure de récit, le nez sous la même lampe à la lumière aussi blafarde, c'est au bout de la soirée que nous retrouvons Stephen King. Cette fois, ses lunettes sont posées sur son nez aquilin et le jeune homme touche au but. Encore quelques adaptations d'un trait de crayon et le brouillon sera fin prêt. Il s'y flotte, seul, au milieu de la multitude de livres. Les autres étudiants sont certainement déjà en soirée, en train de fumer des joints ou boire de l'alcool dont la provenance est douteuse pour le moins. Mais lui, il doit absolument finir ce travail. Soudain, un coup de vent, rapide, presque insignifiant. Le tir de sa concentration. Ses sens s'aiguisent. Ses pupilles se dilatent. Non, il n'est pas seul. Le jeune étudiant arrête de siffloter et dresse les yeux au-dessus des rayons des bouquins pour tenter d'apercevoir la porte d'entrée. Elle est ouverte et claque dans le vent. Les gonds grincent. Non, King n'a pas peur, mais tout de même, il n'est pas rassuré. L'histoire qu'il vient d'écrire parle de meurtre. Et voilà qu'il se retrouve à croire que son personnage est sorti de ses feuilles de papier pour venir le tourmenter. Tandis qu'il s'apprête à se lever, il tombe nez à nez avec une jeune femme qui tient un livre dans sa main. « Je peux m'asseoir avec toi ?» Stephen est pantois. En un regard, il tombe éperdument amoureux de cette étudiante qui, tout en grâce, se pose comme une fleur sur le siège en face du sien. Il ne dit pas un mot, incapable de reprendre sa respiration correctement. Alors c'est elle qui se lance en premier. « Je m'appelle Tabitha. Oh, je sais qui tu es. J'ai lu L'image de la faucheuse. » King est abasourdi. C'est le titre de sa deuxième nouvelle qu'il vient tout juste de vendre. La jeune femme, consciente de son coup, continue dans un grand sourire. « C'était pas mal, hein. Ton méchant était peut-être un peu trop candide. » Cette fois, Stephen se déride et éclate de rire. Il vient de rencontrer la femme de sa vie, avec laquelle il est toujours marié aujourd'hui. Stephen King continue d'écrire des histoires de plus en plus sombres. En 1970, il vend une autre de ses nouvelles, cette fois pour la somme de $250. Il est maintenant diplômé de l'université, en capacité d'enseigner l'anglais. Tabitha et lui décident d'emménager dans un petit appartement et l'auteur se met à chercher un établissement en capacité de l'accueillir pour qu'il puisse enseigner. Mais c'est la douche froide. Il ne trouve rien. Aucune école n'accepte de le voir intégrer ses rangs. C'est pour lui une période très difficile de remise en question. Il voudrait faire ce qu'il aime, mais les factures s'accumulent. À court de solutions, il doit se résigner à prendre un travail dans une blanchisserie. Cette source d'argent ne suffit pas, comme vous pouvez l'imaginer. Alors Stephen complète ce maigre salaire en envoyant à des magazines la production de son travail littéraire. En parallèle, il peaufine et rédige des romans qui sont tous refusés par les éditeurs. Parmi eux, Rage ou Rage et Running Man. Rien que ça. Bon, certains n'ont pas eu le nez assez fin, c'est le moins que l'on puisse dire. Il se marie avec Tabitha le lendemain du Nouvel An, 1971, et devient père par 2 fois en l'espace d'une année. Pas de quoi arranger la situation financière du ménage. Alors qu'il décroche enfin un poste de professeur à mi-temps, il continue de travailler pendant les vacances à la blanchisserie. La famille vit alors dans un mobile-home, dans un camping. Les refus successifs de ses romans désespèrent le jeune père de famille qui chute dans une addiction sévère à l'alcool. Dans l'impossibilité de pouvoir faire publier ses ouvrages, il comble cette frustration par le recours aux boissons enivrantes qui lui font perdre contact avec la réalité. Il ne s'en sortira qu'au prix d'efforts surhumains, exorcisant son rapport à l'alcool
dans l'un de ses plus immenses succès, Shining, l'enfant lumière. Mais cela est assurément une autre histoire, celle de son succès. Car derrière les nuages, qui semblent impénétrables à l'auteur, se trouve un soleil qui brille de mille feux et qui bientôt trônera en lieu et place du doute et de l'incertitude. Le tout grâce à la combinaison de deux éléments, le talent et la confiance. Alors, un éditeur va-t-il enfin avoir le nez fin et sortir la petite famille de sa condition précaire? L'heure H. Jean-Louis Lahaye. Aujourd'hui, en direct de la Foire du Livre, l'heure H se penche sur la destinée de l'auteur à succès Stephen King. Son enfance et ses jeunes années, profondément marquées par les difficultés en tout genre, auraient pu condamner ce talent brut à l'oubli. Après des études en lettres, il ne trouve un poste de professeur qu'après des efforts surhumains. Mari et père de famille, il peine à subvenir aux besoins des siens, d'autant plus que ses romans sont refusés les uns après les autres par les éditeurs qu'il contacte. Mais les temps difficiles au début des 70s seront bientôt révolus, pour laisser enfin la place au succès tout aussi fulgurant que mérité. Nous sommes au printemps 1972. Dans un mobil-home d'un camping quelconque du Maine, celui de la famille King. Stephen est parti donner cours comme tous les mardis. Tabitha, elle, s'occupe des enfants et fait un brin de ménage avant le retour de son mari. C'est en dégageant le bureau rempli de papier qu'elle se décide à vider le contenu de la poubelle. Elle y trouve, non déchirée, une petite dizaine de pages tapées à la machine. Le titre, rayé, et Carrie. D'un trait de plume, Stephen King a ajouté la mention « mauvaise histoire à jeter ». Oui, vous avez bien entendu, mauvaise histoire à jeter. Allons bon, c'est ce qu'on va voir. Ses deux enfants autour d'elle, Tabitha s'installe dans le sofa élimé de la caravane et se jette dans la lecture de ces quelques pages. Elle en ressort totalement époustouflée. Stephen n'a pas encore passé le pas de la porte qu'elle lui saute à la gorge. « Tu dois terminer ce manuscrit et l'envoyer à un éditeur. Je suis sérieux, Stephen, tu dois le faire. » Bon, son mari n'est pas convaincu. Il fait l'amour. « Enfin, chérie, ça n'a pas de sens. Et ça ne ressemble pas à ce que j'écris habituellement. Une gamine avec des pouvoirs de télékinésie, c'est une mauvaise idée. » Mais Tabitha insiste. « Mais c'est justement parce que c'est différent que tu dois l'envoyer. » Alors, se rappelant des conseils de sa mère, Stephen se range derrière la vie de sa compagne. Encore aujourd'hui, il doit certainement se dire qu'il a bien fait de l'écouter. Mars 1973. La maison d'édition Doubleday accepte de publier le roman et fait signer à l'auteur un contrat pour 5 titres, contre $2 500. Ouais. Pas encore la fortune, évidemment, mais tout de même, c'est le début de quelque chose. Stephen quitte la blanchisserie pour se concentrer uniquement sur ses activités de professeur et d'écrivain. Pourtant, il ne va pas reprendre du service l'année scolaire suivante. Alors pourquoi, me direz-vous? Eh bien, pour l'excellente raison que Carrie va être un véritable carton de vente. Les droits en édition de poche du roman, moins d'1 an après sa publication, sont cédés pour la somme ahurissante de $400 000, dont la moitié tombe directement dans la poche de l'auteur. Carrie est un ouvrage particulier, aussi parce que la mère de King a pu en entendre le contenu 1 mois seulement avant sa mort. Malade, Ruth s'est éteinte peu de temps après. Pour Stephen King, c'est évidemment une terrible épreuve. La famille décide de ne pas rester dans le Maine et part pour le Colorado. King a 2 bouquins sur le feu, Salem et Shining. Le roman Salem sort en 1975 et s'écoule à plus de 2 millions d'exemplaires poche en moins de 6 mois. Les droits, cette fois, ont été vendus pour $500 000, rien que ça. La même année, Carrie s'écoule à près d'1,3 million d'exemplaires. Mais Stephen
n'est pas d'accord avec sa maison d'édition au sujet du pourcentage qui lui est accordé pour les droits d'auteur. La solution s'impose d'elle-même. Ne plus faire cavalier seul et engager un agent chargé uniquement de négocier ses contrats à la hausse. Doubleday refuse, mais lui ne se débine pas. Il ne prolonge pas son contrat avec eux et va voir ailleurs, où l'attendent plus de 2 millions de dollars pour 3 romans. C'est le triomphe. Dans le lot sortira Shining, bien sûr, qui reste encore aujourd'hui l'un de ses plus grands succès. C'est le premier de ses best-sellers, puisque les ventes dépassent les 3 millions d'exemplaires. Tous les bouquins qu'il sortira par la suite deviendront eux aussi des best-sellers. C'est totalement délirant. Pendant ce temps, la famille bourlingue. À cette époque, Stephen ne peut, selon les lois américaines, sortir qu'un seul ouvrage par an. Alors, les King décident de déménager en Angleterre afin de permettre à l'auteur de rédiger un bouquin sur le sol britannique. Finalement, ils ne s'y plaisent pas et retournent dans le Maine. L'université dans laquelle Stephen a étudié et rencontré sa femme lui offre l'opportunité d'intégrer l'équipe des professeurs, ce qu'il accepte. Marche ou crève, qu'il avait écrit du temps de la décadence et Le Fléau sont publiés à ce moment-là. Ce dernier est un magnifique succès. L'écrivain ne s'arrête pas. Il ne cesse de travailler, toujours au même rythme, plusieurs heures en matinée. Les conditions se sont assouplies et au début des années 80, c'est 3 romans par an qui sont publiés par King. À chaque fois, c'est un véritable carton. Pour autant, sa vie bascule. Le succès n'a pas chassé ses démons et l'auteur s'enfonce. Sa femme ne peut que constater les dégâts que Stephen s'inflige. Elle a récemment découvert qu'en plus de l'alcool, son mari prend de la drogue et des médicaments. Il file droit vers la catastrophe. Elle décide donc d'agir et de le mettre face à ses responsabilités, enfin. Nous sommes un soir de 1988. Dans sa grande maison victorienne de Bangor, dans le Maine, Stephen King sort de son bureau. Il est surpris de trouver réunis dans le salon sa femme, ses amis les plus proches et des membres de sa famille. Le silence de la pièce est terriblement pesant. Au centre de cette assemblée, dont il connaît intimement chaque participant, son épouse, en larmes, tient un sac entre les mains. King a compris, avant même qu'elle n'ouvre la bouche. Il va néanmoins devoir encaisser ce qui l'attend. « Stephen, ça ne peut plus durer !» À chaque mot, Tabitha déverse sur le sol des boîtes de pilules et de la drogue que l'écrivain cache dans ses armoires. Ce soir, on te laisse le choix. Ou bien tu décides de te battre contre tes addictions et tu sors de là, ou alors tu prends tes affaires et tu quittes la maison. Tu te dois d'être un exemple pour les enfants. Pour l'auteur, chaque phrase prononcée est un coup de feu qui le force à se prendre en main. Il accepte donc l'éventualité d'une cure de désintoxication. Et pour la première fois, depuis 16 ans, il va arrêter de publier. Dans les étalages des librairies, plus de sorties originales de Stephen King. Non, il se bat pour sa vie. Il va s'en sortir, au prix d'efforts terribles. La route est longue, semée d'embûches, de rechutes, et puis il va en payer le contre-coup. Il ne parvient plus à écrire, plus une ligne. Le syndrome de la page blanche. Son rythme d'écriture est derrière lui. Il est incapable de reprendre le dessus. Stephen fait face à de nouveaux monstres, menés par le plus terrible d'entre tous, le manque d'inspiration. Totalement paniqué face à l'idée de ne plus jamais pouvoir produire quoi que ce soit, l'écrivain va mettre un temps fou à se remettre dans le coup, pour finalement revenir au plus haut niveau. Il quitte les années 80 avec un roman d'horreur au relent autobiographique, La part des ténèbres. Le bouquin se classe au 2e rang des meilleures ventes aux États-Unis. La machine est enfin relancée. L'écrivain, dans la droite ligne de ce qu'il a pu faire jusqu'à présent, continue d'évoluer. Ses œuvres plaisent de plus en plus au cinéma, alors que la première adaptation de Carrie date de 1976. Durant les années 80, c'est Shining qui a son moment de gloire avec Kubrick, ou encore Christine avec Carpenter.
L'Empire King tisse sa toile sur tous les plans artistiques et l'auteur devient une véritable icône. Ses démons personnels semblent enfin se taire pour de bon, mais pour combien de temps? L'heure H. Jean-Louis Lahaye. Aujourd'hui, l'heure H en direct de la Foire du Livre et à l'occasion, nous vous racontons la destinée aussi flamboyante que chaotique d'un certain Stephen King, l'un des écrivains les plus reconnus et les plus prolifiques de sa génération. Après des galères sans nom, les années 70 sont pour lui le théâtre d'un succès incroyable. Le voilà installé au premier rang des auteurs de livres d'horreur les plus connus. Pourtant, le destin décide de ne pas s'arrêter là et de pousser le curseur un peu plus loin. Ses œuvres terrifiantes ne vont pas tarder à faire de l'œil au 7e art et à emmener King du succès vers la légende. La renommée de Stephen King s'est en effet aussi construite autour du cinéma. À de très nombreuses reprises, ses œuvres ont éclos sur grand écran, la plupart du temps avec réussite. Pour autant, certains navets sont aussi à ranger du côté de ces transpositions cinématographiques. Celles et ceux qui ont eu l'occasion de regarder Dreamcatcher ou Charlie ne me contrediront sûrement pas. Quoi qu'il en soit, le cinéma est un moyen d'expression et de popularisation de ces livres que King affectionne tout particulièrement. En témoigne son adaptation personnelle de Shining, tandis que le résultat du film de Kubrick ne lui convenait pas. Toujours attentif aux résultats de ses adaptations, il assigne en justice New Line Cinema à la suite de la sortie du film Le Kobe, dont une seule scène apparaît être en lien avec le livre original. Il refuse d'être un instrument publicitaire. La justice lui donne raison. Et il empoche, tenez-vous bien, plus de 3 millions de dollars dans l'affaire. Ce rapprochement avec le cinéma se matérialise dans les chiffres. Réalisateur d'un film en 1986, Stephen King est le scénariste de 18 productions, dont un épisode de la série culte X-Files. Mais il ne s'arrête pas là. Il est également sollicité à plusieurs reprises pour jouer dans des films adaptés de ses propres œuvres ou des séries. Il apparaît dans 22 productions, dont un épisode de la série de Bikers Sons of Anarchy, ou encore dans la mini-série Le Fléau, qu'il a lui-même scénarisé. Débarrassé de ses addictions, Stephen se diversifie et continue encore aujourd'hui à sortir de nombreux livres pour le plus grand bonheur de ses nombreux fans. Et puisque nous sommes dans les chiffres, laissez-moi vous développer à ce jour la délirante production du maître de l'auteur. 46 romans, dont 2 en 2023, Hope et Contes de fées. Et c'est pas tout. King s'est lancé dans les sagas avec 3 séries de livres, dont la plus célèbre est La Tour sombre. Cela nous permet de rajouter à ce total 14 ouvrages. Il est en sus l'auteur de 11 recueils de nouvelles, 25 nouvelles individuelles, 7 essais littéraires, un livre pour enfants, 8 livres numériques et 2 scénarios portant le total de ses productions à 103 à ce jour, totalement fascinant. Et puis sa carrière n'est pas seulement couronnée du succès de la productivité. King a glané de nombreux prix, 53 au total, dont à plusieurs reprises la célèbre récompense Edgar Allan Poe. L'auteur a publié une autobiographie au début des années 2000 dans laquelle il détaille sa méthode de travail. Et écoutez bien, il y a de quoi être admiratif. Chaque matin, King se fixe comme objectif d'atteindre les 2000 mots rédigés. Il ne quitte pas son poste de travail tant qu'il n'a pas achevé cette mission. Cela lui a longtemps permis d'atteindre la publication d'une œuvre tous les 2 mois. Plus récemment, dans une interview en compagnie du créateur de Game of Thrones, George R. Martin, il a avoué être moins productif avec l'âge, se situant actuellement autour des 1000 mots quotidiens. Mais peu importe. Son succès tient en 2 mots. Régularité donc, puisqu'il écrit quotidiennement, mais aussi spontanéité.
Ce qui est peut-être le plus impressionnant, au fond, est ce second point. L'auteur n'écrit pas ses histoires à l'avance, pas même de trame. Or, quelques exceptions notables, il déroule l'histoire de ses personnages, se laisse aller au gré de leurs aventures et finit par obtenir une conclusion. Conclusion qui, de son propre aveu, est bien souvent loin de ce qu'il avait imaginé au départ. Absolument hallucinant. C'est quelque part un témoignage de son imagination sans borne. Ils sont rares, les auteurs qui peuvent se targuer de produire 2000 mots par jour, sortis de leur esprit, sans même leur avoir tracé un chemin préalable. C'est ce dont Stephen King est capable. Lui dont on estime la fortune aujourd'hui à plus de 300 millions de dollars. Il connaît cette année un regain de notoriété, alors qu'à compter de 2020, certains ont eu peur de le voir basculer dans la catégorie des ringards. Mais il a généré en 2023 près de 46 millions de dollars en une année. Preuve que le renouveau est pour lui une seconde peau. Et puis, je ne résiste pas à l'envie de vous lire ici l'un de ces traits d'esprit qui renvoie à son enfance dont nous avons longuement développé les difficultés. Comme une forme d'hommage à sa mère, il écrit ces quelques mots dans son livre « Dolores Claiborne ». Dans cette terrible histoire, le maître de l'horreur s'essaie avec brio aux gens de la tragédie. Et écoutez plutôt. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par amour. L'amour qu'une mère ressent pour ses enfants. C'est l'amour le plus fort qu'il y a dans ce monde. Et c'est le plus terrible. Il n'y a pas de pire garce sur terre qu'une mère qui a peur pour ses gosses. Ouais, assurément, Ruth, sa mère, n'aurait pas dit mieux. Au fond, l'héroïne de cette histoire, c'est aussi elle. Une mère courage, une mère célibataire. Elle aura tout fait pour le bonheur de ses enfants. Et qui sait, sans cette machine à écrire apportée par la mère Noël en 1958, Stephen ne serait peut-être pas devenu l'écrivain qu'il est aujourd'hui. Alors, merci Ruth. Parce que sans vous, nous n'aurions peut-être jamais eu la possibilité de trembler à la lecture des lignes du grand Stephen King. Voilà pour ce récit que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Valjean et un merci tout particulier aux équipes de la RTBF et de LDV Productions. Bel après-midi. L'heure H. Jean-Louis Lahaye.